pas de PowerPoint en interne quand il s'agit de prise de décision ou de stratégie, typiquement. Alors, bien sûr qu'on fait des PowerPoint pour aller présenter des produits à des clients. Mais chaque fois qu'il s'agit de prendre des décisions, le PowerPoint est interdit. On a aussi cette culture de valorisation de l'échec. Nous célébrons l'échec. Ça veut dire, si tu vas sur ton évaluation annuelle avec ton manager et que tu n'as jamais rien raté de toute l'année, tu vas être mal noté. Parce que si tu n'as rien raté, ça veut dire que tu n'as pas essayé assez fort. La perfection est atteinte, non pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer. Et je pense que c'est une très bonne manière aussi de voir le cloud et le travail qui est fait par AWS. Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de Kaibi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole et ils nous donnent leur vision. Et bien aujourd'hui, je suis en compagnie de Stéphane Hadinger, qui est directeur de la technologie chez AWS, et c'est un plaisir d'être venu jusqu'à vous dans vos locaux aujourd'hui. Merci de m'avoir accueilli. Bonjour Pierre, c'est un plaisir de t'accueillir ici. Je vais commencer juste avant de démarrer le podcast et avant que tu reviennes sur certaines de tes expériences et qu'on focus sur AWS, par un petit remerciement, Nathalie Esther, qui nous a mis en relation. Et je commence toujours par ça. On fera un gros focus AWS parce que c'est un sujet que je vois quotidiennement chez mes clients. Mais peut-être avant de faire ce focus, est-ce que tu peux te présenter rapidement et revenir un peu sur quelques grandes étapes de ton parcours? Oui, bien sûr. Alors moi, j'ai toujours travaillé dans l'informatique. C'est vraiment ma passion. J'ai démarré ma carrière chez Orange, où j'ai passé de nombreuses années. Et il y a 10 ans de ça, j'ai vu le cloud, j'ai vu AWS, et j'ai vraiment vu une révolution dans la manière d'utiliser les ressources informatiques. Et j'ai voulu faire partie de cette aventure. Donc j'ai rejoint les équipes AWS en France en 2012. Et j'ai monté l'équipe d'architectes solutions pour la France. On pourra reparler un petit peu de cette équipe plus tard, si tu le souhaites. Et aujourd'hui, j'ai ce rôle de directeur de la technologie pour accompagner nos clients, les startups, les grands groupes, vraiment tout type de clients dans la meilleure utilisation du cloud, notamment sur des sujets d'optimisation des coûts, des sujets d'innovation, et un sujet qui est aujourd'hui très présent, qui est autour de la sécurité, la cybersécurité, et voilà, comment résister et améliorer sa résilience. Ça va faire pas mal de sujets abordés. Avant de passer sur la partie produit et l'accompagnement de vos clients justement sur les aspects FinOps, sobriété, cybersécurité comme tu l'indiques. On se connaissait pas avant et quand on a échangé pour la première fois, j'étais un peu on a partagé sur la culture AWS, sur des pratiques culture d'entreprise qui sont diffusées à tous les managements et tout le niveau de management. Et j'aimerais bien qu'on y revienne parce que je trouvais ça assez inspirant. Bien sûr, et c'est un sujet que j'adore. Alors peut-être revenir d'ailleurs un tout petit peu sur AWS par rapport au groupe Amazon, puisque dans AWS, Amazon Web Services, c'est la division cloud du groupe. Donc c'est une division qui est complètement indépendante de la partie e-commerce, de la partie Alexa et d'autres divisions qui pour nous sont des clients comme des autres. Par contre, il y a cette culture commune à l'ensemble du groupe Amazon. Et cette culture, elle est incarnée par les 16 Leadership Principles, donc qui sont écrits, qui sont très détaillés, et qui ont été écrits par le leadership il y a plusieurs années, non pas dans l'idée de changer une culture ou de créer une culture, mais plutôt dans l'idée de garder une culture. De l'inscrire et surtout de permettre à des nouveaux arrivants, et nous recrutons beaucoup, d'avoir des points de repère par rapport à cette culture. Alors, je ne vais pas le décrire les 16, ce sera un petit peu long. Le premier qui est fondamental, c'est ce qu'on appelle l'obsession du client. C'est de faire tout ce qui est bon pour le client. Donc tout est orienté, quand on prend des décisions de créer un nouveau service, de se réorganiser et autres, c'est la première question. Et j'insiste là-dessus, c'est faire ce qui est bon pour les clients. Et là, on ne parle pas de bénéfices, on ne parle pas de faire ce qui est bon pour les actionnaires ou ce qui est bon pour les managers ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment cette orientation. Avec cette idée que si on fait ce qui est bon pour les clients et qu'on se concentre sur le long terme, ce sera de toute façon bénéfique en termes de business. Donc ça veut dire aussi que tous les processus, moi je serais ravi de te décrire ce qu'on appelle le working backward un petit peu après, sur comment on lance des nouveaux services, mais ils sont vraiment orientés sur cette vision. On peut faire un focus maintenant. Allons-y tout de suite. Donc une illustration, c'est que quand une équipe a une idée,
ou même un des collaborateurs a une idée pour lancer un nouveau produit ou un nouveau service. Alors, on ne fait pas des PowerPoint, on ne fait pas de ce genre de choses. On a un mécanisme qui est utilisé, qui est obligatoire d'ailleurs, qui s'appelle le working backwards. Alors, c'est difficile à traduire, on va dire, c'est de travailler en tout cas depuis le client et à rebours. Vous partez de la fin. On part du produit fini en quelque sorte, et donc l'idée, c'est de rédiger un communiqué de presse, fictif bien sûr, parce que tout ça c'est confidentiel, mais donc un document de 2 pages, avec phrases, donc c'est un narratif, donc sujet, verbe, complément, et donc c'est l'exercice mental de se projeter le jour de la sortie et de dire comment on expliquerait à la presse et à l'ensemble des clients ce qu'est le produit et le service. Et en fait c'est très difficile parce que ça nous oblige à nous poser les questions difficiles du genre qui est le client, quels sont les bénéfices clients, quels problèmes on est en train de résoudre. Et donc cet exercice, il est extrêmement vertueux et il nous permet finalement de regarder toutes ces facettes. Et donc l'itération, ce document est itéré de très nombreuses fois. Quand je dis de très nombreuses fois, ça peut être des dizaines de fois. Des fois, certains documents ont plus de 100 versions. 100 versions. Et tant qu'on est sur ce document-là, on n'a pas commencé la conception. On n'a pas commencé à coder le développement ou quoi que ce soit. Parce que l'idée, c'est d'avoir une description extrêmement claire pour l'ensemble des équipes, justement de qu'est-ce qu'on est en train de résoudre. Je vais donner un exemple. Moi, j'aime beaucoup lire. J'ai un Kindle, donc une liseuse. Bon, quand on est chez Amazon, on aime bien lire. J'imagine. En tout cas, moi, j'aime bien lire. Et ça fait partie de la culture aussi, sans doute un peu quand même. Voilà, la culture de l'écrit, oui. On aime bien écrire aussi. Mais quand on regarde même le tout premier communiqué de presse du Kindle, il y avait 2 éléments extrêmement importants qui étaient l'expérience de lecture doit être aussi agréable que du papier. Et 2, on doit être capable de consulter un livre, de l'acheter en ligne et de pouvoir commencer à le lire en moins de 60 secondes. Ce sont des promesses qui sont très fortes. Parce que là, on ne parle pas de technologie d'encre électronique pour l'écran. On ne parle pas de technologie Wi-Fi, 3G, 4G pour acheter en ligne. Non. La promesse, ouais. Voilà, c'est une promesse qui donne ensuite des guides extrêmement forts sur les équipes de développement. Il faut que l'expérience de lecture soit aussi agréable que du papier. Et je dirais après presque débrouillez-vous. Enfin, c'est pas comme ça que ça marche, mais c'est ça c'est ça le fondamental. Et ça veut dire aussi que sur les technologies de connexion, il faut que je suis sur la plage. J'étais sur la plage cet été. J'ai acheté un livre et il a fallu que donc la technologie doit résoudre cette promesse de je peux commencer à le lire en moins de 60 secondes. Ça veut dire qu'il y a une métrique. Ça veut dire qu'on va mesurer, ça veut dire que si on ne tient pas cette métrique, du coup, les équipes doivent encore retravailler pour améliorer le service. Et je dois pouvoir le lire sur la plage, mais aussi dans mon lit quand il fait noir. Enfin bref, exactement. Il faut que ça tienne les promesses, quoi. Exactement. Alors après, le processus en lui-même va un petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'on a ce document de 2 pages qui est le communiqué de presse. On a aussi, après, on va creuser le sujet avec ce qu'on appelle une FAQ, la foire aux questions, pour aller rentrer sur quel est le marché, quels sont les autres produits ou services qui existent, quelles sont des idées de business model, et ainsi de suite. Mais j'insiste bien, tous ces documents papier, finalement, ils sont réalisés avant qu'on ait commencé le travail de conception, de développement et autres. Et on s'est rendu compte que c'est beaucoup plus efficace. Parce que si une fois que je dis une évidence, mais si une fois que le produit ou le service est développé, on se rend compte que c'est pas tout à fait ça qu'il fallait faire, c'est un petit peu compliqué. On a perdu du temps. On a perdu énormément de temps. Donc, nos collaborateurs sont invités à rédiger ça. C'est-à-dire qu'on l'a très souvent dans nos équipes, et ça fait partie aussi des formations qu'on donne à nos collaborateurs, de dire, si vous avez une idée d'un nouveau service, rédigez un communiqué de presse. Et ensuite, on va le faire relire, on va le faire, parce qu'on s'aperçoit aussi qu'il y a beaucoup d'idées semblables qui apparaissent, et ensuite, ça va fusionner, ça va ensuite maturer, et pour certaines, ça va donner lieu effectivement à du développement et à un nouveau produit ou un nouveau service. Je vais rebondir parce que dans cette explication des working backwards et du faux communiqué de presse, tu as dit culture de l'écrit, oui. Tu as dit pas de PowerPoint, tu as dit, dit formation des équipes. Du coup, ça m'amène sur les cultures de l'entreprise et de management sur ces aspects-là. Est-ce qu'il y a des spécificités ? Oui. Enfin, déjà, pas de PowerPoint, il n'y en a vraiment pas ? Pas de PowerPoint en interne quand il s'agit de prise de décision ou de stratégie, typiquement.
Alors, bien sûr qu'on fait des PowerPoint pour aller présenter des produits à des clients. Donc oui, j'utilise du PowerPoint. Mais chaque fois qu'il s'agit de prendre des décisions, le PowerPoint est interdit. On a ce qu'on appelle des narratifs. Ce sont des documents rédigés, là encore, qui sont en général entre 2 et 6 pages. Alors, il y a une limite à 6 pages, parce qu'après, ça devient trop long. Et ce sont vraiment des documents qui ont donc sujet, verbe, complément, avec des phrases complètes, et qui sont aussi, qu'on veut, très objectifs. On fait la chasse aux... Alors, je ne sais pas comment ça se traduit, aux weasel words. Donc si tu écris dans le document qu'il est très important de faire ceci, non, ça ne va pas. Pourquoi ? Enfin, c'est un jugement complètement subjectif. Donc, on va faire la chasse à ces mots un peu emphatiques, de dire c'est très important, c'est critique, et ainsi de suite. Non, on veut de la data. Du factuel. On veut du factuel. Et on veut aussi tous les éléments. Et après, il y a un rituel qui est que quand on va réunir les leaders pour prendre la décision, donc on les invite à une réunion, alors que ce soit en physique ou en virtuel, on ne donne pas le document à l'avance. Et donc le document est distribué au début de la réunion. Et la personne qui rédige le doc le donne au début de la réunion. Il le diffuse, c'est pour lui il le diffuse pas, quoi. Il le diffuse pas. Alors il y a des relectures bien sûr avant par d'autres équipes, mais il le diffuse pas. Alors c'est pas que ce soit interdit de le diffuser, c'est juste qu'on ne s'attend pas à ce que les leaders l'aient lu à l'avance. J'imagine que dans beaucoup d'entreprises, quand on envoie des PowerPoint à l'avance et qu'on demande aux gens de l'avoir lu à l'avance, le résultat c'est que la moitié l'ont pas lu et l'autre moitié l'ont lu à peu près en 2 minutes 30 en diagonale. Donc pour éviter ça, en fait, on peut très bien l'envoyer à l'avance, mais on ne s'attend pas à ce que les gens l'aient lu. Et on passe silencieusement entre 15 et 25 minutes de réunion où chacun lit le document silencieusement. Alors ça, je pense que c'est dans pas beaucoup de boîtes que c'est érigé en pratique et en process, quoi. Alors ça fait 10 ans que je suis chez AWS, donc maintenant je suis habitué, mais je comprends que ça peut paraître un peu perturbant au début, de se dire je passe 20 minutes où tout le monde lit silencieusement. En réalité, c'est formidablement efficace. Parce que ça veut dire que pendant 20 minutes, tu as 100% d'attention de l'ensemble des participants qui lisent l'ensemble des détails. Ça évite plusieurs choses. Ça évite d'une part l'influence de la qualité de l'orateur. Si tu veux, nous on cherche à prendre une décision, à prendre la meilleure décision possible, basée sur du factuel, basée sur de la donnée. Et non pas basée sur la qualité de l'orateur qui présente les PowerPoint. Il y a toujours ce biais qui existe. Et l'autre chose aussi, on veut éviter, parce que tu as sûrement déjà vécu, quelqu'un présente un PowerPoint, il y a une question et la réponse est « oui, mais ça, j'en parle dans 3 slides ». Donc là, comme tout le monde lit du début à la fin, il n'y a pas de questions parasites. Il n'y a pas de questions parasites. Et est-ce qu'il y a une obligation de... Enfin, tout le monde a lu le doc, religieusement, dans le détail. Est-ce que tout le monde doit s'exprimer, en fait ? C'est une très bonne question. Donc, une fois que tout le monde a lu le document, on va rentrer dans le débat. Alors, soit ce sont des questions complémentaires parce qu'il y a des choses que les personnes n'ont pas comprises, où il manque des informations, soit ça va être du débat pour aller discuter quelle décision il faut prendre. Et là aussi, on a un rituel, c'est que c'est les personnes les plus gradées, entre guillemets, qui sont le plus haut dans la hiérarchie, s'expriment toujours en dernier. Mais c'est vraiment respecté, c'est-à-dire qu'on demande à chacun de s'exprimer. S'il y a des... Alors, quand on le fait en ligne, il y a un petit système de vote aussi pour dire « je lève la main » et ainsi de suite. Mais voilà, il n'y a pas très longtemps, j'ai eu une réunion comme ça avec Adam Selipsky, qui est le patron, le CEO d'AWS. Et il a vraiment fait attention à ce que tout le monde s'exprime, et lui s'est exprimé en dernier, pour une raison très simple, hein, que ce soit conscient ou pas, si ton manager ou ton N+1, N+2, N+3 s'exprime, forcément ça va t'influencer. Et donc on veut d'abord avoir l'avis de tout le monde, et sans influence. Et si tu me permets, j'irais même au-delà, en fait ça fait partie de notre culture aussi, ça s'appelle le Have Backbone, nous voulons que les personnes expriment leur désaccord. Chacun a une opinion. Ça fait partie des 16 principes Ça fait partie des 16 principes. Voilà. C'est de dire, si à un moment donné, tu penses que la décision qui est proposée n'est pas la bonne, tu as le devoir de t'exprimer. Respectueusement, bien sûr, et d'expliquer pourquoi tu n'es pas d'accord. Mais j'insiste sur ce point-là. Tu as le devoir de t'exprimer. Après, bien sûr, la décision finale est prise. C'est comme un capitaine sur un bateau, et tout le monde ensuite respecte la décision. Et c'en est au point où finalement, si tout au long de l'année, tu es toujours d'accord avec ton manager,
Mais en fait, tu seras mal noté. C'est pas normal. C'est pas normal que tu sois tout le temps, tous les jours d'accord avec ton manager. Là encore, ça peut paraître un peu perturbant, mais j'insiste, c'est fait dans le respect, bien sûr, et c'est fait dans cette idée où les managers recherchent justement les avis contradictoires. Des contrepoids, ouais. Et peuvent être amenés, bien sûr, à changer d'avis parce qu'il y a un meilleur argument, parce qu'il y a une facette qu'ils n'avaient pas vue. Bon, ouais, super intéressant. Quand tu le dis comme ça a l'air, effectivement, ça a l'air de couler de source que le manager influence de par son avis les autres et que c'est bien qu'il parle en dernier. J'espère que ça donnera peut-être des... Érigé en process et en principe, dommagement, c'est très intéressant. Je reviens sur l'un des 3 sujets sur lesquels je te lançais, la formation. Quand on a une culture d'entreprise forte comme ça, avec des pratiques managériales et des pratiques côté leader qui sont diffusées, comment j'imagine une partie intégration, onboarding forte, comment ça se passe, l'onboarding? Ouais, c'est super important, on appelle ça le ramp-up dans notre jargon. Et il y a beaucoup de choses à apprendre. Alors que ce soit même, là je parle d'AWS, que ce soit sur le cloud, sur les services, sur la manière aussi finalement d'aborder les problématiques clients. Une des choses, comme je te le disais, on a cette obsession du client qui va, par exemple, sur quelque chose qui surprend souvent les clients, c'est que nos équipes vont travailler à réduire la facture AWS. À réduire leur facture. Donc que ce soit les équipes d'architectes solutions ou les account managers, alors ça peut être en améliorant l'architecture, ça peut être en prenant certaines options tarifaires qui sont plus intéressantes. Et l'idée derrière, ça peut paraître un peu anti-commercial, de dire si ton équipe travaille à réduire la facture, mais en fait là encore l'idée c'est de faire ce qui est bon pour le client et ce qui est bon pour le long terme, et de gagner la confiance des clients. Donc c'est des choses qui s'apprennent, c'est des choses qu'il faut aussi infuser finalement cette culture. Donc quand des nouveaux embauchés arrivent... Quand on est responsable d'un compte client, c'est pas évident d'avoir... Mais en fait, mais c'est le long terme, quoi. Mais en fait, c'est une évidence. Quand on l'a bien assimilé, en fait, c'est une évidence. Parce que faire ce qui est bon et réduire la facture pour qu'un client dépense le juste prix et ne surdépense pas sur des choses qui ne seraient pas utiles ou qui ont été surdimensionnées, c'est une bonne chose pour engager cette relation à long terme. Ouais. Et nos clients nous le disent. Pour beaucoup, et je travaille avec beaucoup de clients du CAC 40, on n'est plus du tout dans une relation client-fournisseur. On est dans une relation de partenariat où justement ils écoutent leur équipe de compte. Parce que à chaque fois, ça va être des choses qui sont là pour les faire grandir et pas pour leur vendre quelque chose de plus. Et du coup, quand tu dis... là, on déborde un petit peu sur les aspects un peu FinOps et l'aide de tes clients, aider les clients à optimiser leurs coûts. Ce sont les équipes AWS qui travaillent en partenariat avec les clients, mais est-ce qu'il y a des outils de monitoring un peu automatisés, un peu comme quand, Veolia te dit je crois que vous avez une fuite d'eau là. Ouais. Là, c'est pas normal votre débit là. Vous avez ça clignote aussi de votre côté quand. Oui, on a ça. Alors on a à la fois les équipes qui le font, on a même des équipes dédiées qui sont ici dans la tour, qui regardent justement tous les mois les factures de clients pour voir comment les optimiser. On a des indicateurs justement sur le taux d'optimisation, et on a aussi des outils, ça s'appelle le Trusted Advisor, qui va faire tous les jours un certain nombre de vérifications. Alors on est sur 4 grands axes: l'axe de sécurité, de performance, de résilience opérationnelle et d'optimisation des coûts. Donc tous les jours, les clients, s'ils le souhaitent, peuvent consulter pour voir qu'il y a effectivement des éléments on va dire, qui pourraient être optimisés en termes de coûts. Et alors j'ai plus le chiffre en tête, mais c'est plusieurs centaines de millions de dollars qui ont été économisés avec cet outil, avec le Trusted Advisor. Donc là encore, j'insiste, c'est une culture assez particulière chez AWS qui est de spontanément faire tout notre possible pour que nos clients payent le moins cher possible pour chacune des applications. Je vais même te donner d'autres exemples qui sont juste ahurissants. On fait beaucoup de serverless. Alors le serverless, juste pour le donner en 2 mots, c'est l'idée où tu ne t'occupes plus des serveurs, de la quantité de serveurs. Tu poses tes données, tu poses ton code, et AWS va automatiquement scaler en fonction de l'usage. Et en fait, plutôt que de payer des serveurs à la seconde ou des serveurs entiers, là on chronomètre le code et tu payes à la milliseconde du temps d'exécution.
du code. C'est facturé à la milliseconde. C'est facturé à la milliseconde. Donc je reviendrai aussi peut-être sur, du coup ça donne des effets de frugalité, c'est-à-dire que si tu sais optimiser du code pour qu'il s'exécute 30% plus vite, instantanément tu payes 30% moins cher. Mais c'est surtout que, en fait, on se rend compte que chez nos clients, on a beaucoup d'applications qui ont très peu de trafic. Mais tu as besoin d'avoir des serveurs qui attendent pour le cas où il y a des requêtes. Il y a beaucoup de sites web qui sont dans ce cas-là. Mais on a eu un témoignage à Toulouse de la banque Edel. Alors la banque Edel, c'est la banque du groupe Édouard Leclerc. La marque Edel est plus connue, ils ont beaucoup d'autres marques. Et je crois que c'était en 2019, ils ont porté une application existante, une petite application qui gère de la consolidation. Elle existait en mode standard, elle leur coûtait autour de 10 000 € par mois d'hébergement, qui est un coût assez classique. Et ils l'ont porté en serverless. Ils ont partagé avec l'audience leur facture AWS qui était de 1,83 $ par mois. Alors ils sont à Toulouse, donc ils ont une unité de mesure, ils expliquent que ça leur coûte 2 chocolatines par mois. Dit comme ça, c'est pas grand-chose. Hein. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas pour cette raison qu'ils ont utilisé du serverless. Ils l'ont utilisé pour déjà capitaliser et apprendre les compétences sur serverless, mais surtout pour gagner en agilité. On a eu un autre témoignage un peu dans le même genre avec Terega. Donc Terega, ils sont dans le sud-ouest de la France, ils sont basés à Pau, ils transportent du gaz. Et ils ont porté leur site web entre du modèle classique vers du serverless. Et on va retrouver, alors c'est un petit peu moins extrême, mais on va retrouver les mêmes éléments. Ça leur coûtait aussi aux alentours de 10 000 € par mois d'hébergement. Et en serverless, ça leur coûtait moins de 100 € par mois. Et là encore, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas pour ça qu'ils l'ont fait, mais c'est vraiment pour gagner en agilité. Pour gagner, ok. Bah là, c'est les écarts, enfin bon, c'est des grosses divisions là. Ça, c'est des grosses divisions et c'est intéressant parce que ça participe de cette frugalité. Et on peut peut-être parler un tout petit peu de développement durable, qui est aussi quelque chose qui est extrêmement cher dans la stratégie Amazon. Donc sur la partie décarbonation, le groupe Amazon, dans son ensemble, a pris l'engagement d'être neutre carbone d'ici 2040, qui est 10 ans avant l'accord de Paris. Et ça inclut les livraisons de e-commerce et tout ce qui tourne autour. Et nous avons aussi créé le Climate Pledge, qui est à la fois une coalition d'entreprises. Il y a aujourd'hui, je crois, plus de 300 entreprises au niveau international qui ont signé justement ces engagements. Et également un fonds d'investissement de plus de 2 milliards de dollars pour financer des startups dans ce domaine-là. Parce que dire qu'on veut être neutre carbone d'ici 2040, on va être clair, aujourd'hui, la technologie ne le permet pas. Donc pour réussir ça, il va falloir innover, il va falloir investir, il va falloir être très créatif, et c'est dans cette idée-là. Il y a des pistes il y a assez identifiées, oui, qu'on peut partager ou... Bien sûr, il y a beaucoup de pistes. J'en donnais un des éléments qui émet beaucoup de gaz à effet de serre, c'est le béton, et les cimenteries et le béton. Ouais, je crois que c'est presque 6 ou 8% des ça émissions. Ça doit être dans ces eaux-là. Donc il y a déjà réduire les quantités de béton avec des matériaux réutilisés, des choses comme ça. Mais il y a une start-up, dont j'ai oublié le nom, là, qui m'échappe, qui utilise aussi de la réinjection de gaz carbonique dans le béton. Donc en fait, ça permet de réduire, je crois, de 25 ou 30% les émissions de gaz à effet de serre sur du béton, avec notamment à la fois le processus de fabrication du ciment, mais aussi de la capture de gaz carbonique quand tu coules ton béton. Je crois côté développement durable ou frugalité, je crois que vous avez développé des outils comme le Sustainability Dashboard. Oui, alors on va revenir maintenant sur AWS, est donc où finalement un des gros enjeux, c'est la consommation d'électricité. Ouais. Alors déjà, je vais démarrer par une bonne nouvelle. Le cloud consomme beaucoup moins d'électricité que les data centers classiques. On a publié une étude avec 450 Research, qui est un cabinet reconnu dans ce domaine-là. On avait déjà fait une étude en Amérique, on l'a faite en Europe. En moyenne, bouger son application dans le cloud AWS permet de réduire de 79% la consommation électrique. Ça s'explique par quoi ? Par justement la mobilisation des ressources à l'usage ? Exactement. Alors, il y a des optimisations sur les data centers, bien sûr, sur la technologie peut-être un petit peu plus moderne dans certains cas, mais c'est surtout sur le taux d'utilisation et de mutualisation des ressources. Donc déjà, ça permet de réduire, quasiment de diviser par 5 la consommation électrique, et ça, c'est juste en déplaçant les applications sans avoir commencé à optimiser.
À part, donc l'électricité, donc il y a cette réduction. Il y a en plus le mix énergétique. Nous avons pris l'engagement d'être 100% d'électricité renouvelable d'ici 2024. 100%. 100%. Aujourd'hui, on est à 85%. Ah ouais. Et AWS et même Amazon est le plus grand acheteur d'électricité renouvelable au monde. Nous avons de très nombreux projets solaires, éoliens, hydrauliques, notamment en France, en Europe et partout dans le monde. Il y a 85% de l'électricité des data centers qui viennent de sources solaires, renouvelables. éoliens, exactement. Hydrauliques. Et c'est un très très grand investissement de notre part aussi, bien sûr, d'aller dans cette piste-là. Mais je dirais, on a un adage aussi, c'est que l'électricité la plus verte, c'est celle que tu n'as pas consommée. Donc c'est bien d'être à 100% d'électricité renouvelable, mais ce n'est pas une raison non plus pour surconsommer n'importe comment. Donc on travaille énormément aussi sur réduire encore plus cette consommation électrique. Et on a sorti il y a 2-3 ans une nouvelle gamme de processeurs. C'est nos propres processeurs. Ça s'appelle Graviton. On est sur la 3e génération. Et ce sont des processeurs de technologie ARM. Alors c'est pas du x86, c'est une autre technologie. Mais en fait, vous la connaissez bien, c'est celle que vous avez dans votre téléphone portable ou dans votre tablette. C'est une caractéristique importante, c'est que ça consomme très peu d'électricité. Alors c'est une bonne nouvelle pour la durée de vie de la batterie, mais c'est une excellente nouvelle aussi pour les data centers. Alors concrètement, ces processeurs consomment entre 2 et 3 fois moins d'électricité que des processeurs équivalents en x86. C'est énorme, la différence est juste énorme. Et cerise sur le gâteau, pour les clients, ça coûte en plus environ en moyenne 30% moins cher. C'est un best-seller absolu. Et pourquoi pour les clients ça coûte moins cher du coup ? Parce que la technologie, comme c'est son opus, et la technologie en fait est moins coûteuse à produire, à assembler, et même il y a aussi un effet comme ça consomme moins, ça coûte aussi moins cher en électricité. Donc on est sur, et c'est ça que j'adore, c'est qu'on est sur finalement ce modèle gagnant-gagnant, qui est que à la fois c'est bon pour réduire la consommation d'électricité, mais en plus c'est bon pour réduire la facture. Et on revient justement sur cet intérêt, cette obsession du client, qui est que migrer vers du graviton, ça te permet en très peu de temps de réduire ta facture de 30%. Ça, c'est ce que vous faites côté AWS. Bon, ça, c'est vos serveurs, vos infras, vos processeurs. Donc ça, c'est ce que vous faites, vous, pour améliorer les performances, réduire la consommation. Est-ce que tu as des conseils, des configs, des services AWS à conseiller ou auxquels il faut faire attention en particulier, soit pour réduire les coûts, soit côté FinOps, mais soit côté justement monitoring de sa propre consommation et frugalité. Oui, ce qu'on voit, c'est, je vais revenir sur le serverless. Le serverless, pour moi, c'est vraiment la nouvelle norme dans le développement d'applications. Parce que justement, on est sur cette scalabilité exacte en fonction, à la milliseconde près, finalement, où tu ne consommes que ce dont tu as besoin. Et ce qui va avec... Il y a des cas où c'est... Bon, moi, chez les clients, je sais pas, j'ai l'impression que quasiment tous sont passés sur du serverless, mais est-ce qu'il y a des cas ou des usages où ça n'a pas de sens ou peu de sens d'y passer ? Il y a des cas, oui, il y a des cas qui sont rares et c'est pour ça aussi nos équipes sont là. Je dirais que en fait, ça dépend finalement de ton taux d'usage. Quand tu vas être sur du calcul haute performance, typiquement, alors que ce soit dans la pharmacie, si tu veux, on a Moderna qui a travaillé énormément pour créer les vaccins Covid. Ils utilisent des fermes de serveurs AWS pour faire de la modélisation en 3 dimensions des molécules, enfin à la fois du virus et des molécules. Si tu fais qu'on appelle du rendering, pour faire de l'image d'animation en 3D. Enfin, y a beaucoup de types comme ça de calculs où tu vas aligner des centaines ou des milliers de serveurs en parallèle pour faire du calcul. Là, en général, c'est plus intéressant de prendre de la machine virtuelle directe et pas forcément du serverless. Mais en fait, ça vient sur quelle est ta capacité à utiliser à 100% les ressources serveurs qui sont mises à disposition ou pas. D'accord. Si tu sais prendre ce qui s'appelle le C2 chez nous, donc des machines virtuelles, et que tu sais les remplir à 80 ou 100% de manière utile, en général, ce sera plus intéressant que de prendre du serverless. Le serverless va être plutôt là pour les hautes variabilités. S'il y a une saisonnalité journalière ou hebdomadaire. Ou même à la seconde près. Hein. Mais voilà, si tu as cette saisonnalité, en général, le serverless est plus intéressant. Donc nos équipes, de toute façon, sont là. S'il y a des cas où... j'ai des clients. Moi là, on connaît certains clients ventes privées où quand ils lançaient les ventes à 6 ou 7 heures du matin, il y avait des gros pics. Donc là, forcément, on voit
des gros pics de connexion, on voit la partie saisonnalité, mais il y a des cas où c'est d'une seconde à l'autre, ça baisse, ça monte, ça baisse, ça monte. Bah, il y a des cas de, je sais pas comment l'appeler, peut-être de micro-saisonnalité. Si tu veux, je citais Terega. Ouais. Donc c'est leur site web pour, et donc, comme je disais, ils transportent du gaz dans le sud-ouest de la France. Ils n'ont pas des grosses audiences, ils n'ont pas des effets de saisonnalité, enfin, pas comme des médias ou des choses comme ça, mais en fait, il se trouve qu'ils sont incapables de prédire quand est-ce que leurs clients, ou que ce soit clients individuels ou clients corporate, vont se connecter. Et ils sont dans une situation où, dans le monde d'avant serverless, bah, tu es obligé d'avoir, par exemple, 2 serveurs au minimum qui sont là, pour des questions de redondance, et qui sont là juste à attendre qu'une requête arrive. Mais tu vas pas non plus éteindre les serveurs la nuit, parce que tu vas pas fermer ton site web la nuit. Non. Ça n'a aucun sens. Donc, et tu n'es jamais à l'abri aussi que pour une raison X ou Y, tu aies de très nombreux clients qui se connectent dans la même minute. Ça peut arriver. Je ne suis pas sûr que ça leur arrive très souvent, mais ça peut arriver. Donc en fait, le serverless va s'adapter, et c'est ça qui est un petit peu magique, je trouve, que tu aies finalement une requête par heure ou 10 000 requêtes par seconde, peu importe. Et en fait, tu ne t'en soucies même plus. Parce que le système va se caler, désolé pour l'anglicisme, mais va se caler automatiquement entre ces modèles assez extrêmes finalement de taille. Ok. Bon, le serverless pour toi, c'est effectivement l'un des... Bon, quand on veut contrôler sa consommation, sa sobriété, c'est la pratique AWS par excellence. Et j'ajouterais, ce qui est important, c'est qu'il faut rajouter la visibilité. Comme tu parlais de contrôle. Ouais. L'autre élément dans le cloud, c'est que comme tout est programmable, en fait, ça te permet de savoir exactement combien ça te coûte à tout moment. Donc plusieurs fois par jour, la partie facturation est mise à jour. Tu peux définir ta propre taxonomie. Donc tu peux définir, chaque ressource va être marquée comme appartenant à tel code projet, à tel environnement. Donc tu peux dire, cette base de données, cette fonction lambda et autres sont dans l'environnement de production du site web. Et ce que j'adore faire, c'est chez les clients, c'est de mettre en place des dashboards, donc des éléments de publication pour que les équipes, les développeurs, les exploitants sachent à tout moment combien ça coûte. Donc, comme je te disais tout à l'heure, avec le serverless, si ton code va 30% plus vite, tu payes instantanément 30% moins cher. C'est bien, mais ça reste très théorique. Si en plus tu le combines avec, par exemple, toutes les semaines, tu affiches à l'ensemble des équipes combien chaque environnement a coûté, ben là tu rentres dans un nouveau mode et automatiquement ce qui arrive, c'est un peu de l'auto-émulation quelque part. Où si un développeur arrive à optimiser une fonction et que ça tourne effectivement plus vite, en fait ça va se voir. Et sur l'indicateur de la semaine d'après, ça va se voir et il pourra dire c'est moi qui ai fait ça et c'est moi qui ai réduit cette facture-là. Et donc, grâce à ça, on voit à la fois une valorisation du travail de l'optimisation et, comme je te disais, des fois aussi un petit peu de gentille compétition interne entre les équipes pour savoir qui arrivera à optimiser au mieux le code. Ok. Ça marche. Moi, j'ai une petite question sur les pistes que vous pouvez avoir également sur neutralité carbone. J'ai reçu sur ce podcast le CTO de la société Carnot qui a une technologie qui permet de transformer du calcul qui s'effectue sur des cartes mères en chaleur utile en les mettant sur des radiateurs. Donc du coup les gens se chauffent les gens se chauffent au calcul et notamment sur des calculs rendu 3D, animation, des choses comme ça. Est-ce que c'est des pistes côté AWS qui peuvent être étudiées pour déporter une partie des data centers et transformer de la consommation électrique en consommation électrique de chauffage ? Aujourd'hui, nos clients ont des exigences en termes de sécurité qui sont extrêmement élevées et c'est normal. Et une des premières choses qu'ils souhaitent vraiment, c'est savoir exactement où sont leurs données et où sont leurs applications. Et en plus d'avoir les modèles de sécurité, que ce soit à la fois des modèles de sécurité physique dans les data centers, mais aussi cyber les plus élevés et qui répondent aux normes les plus élevées. Donc on est vraiment dans ce modèle de pouvoir offrir le meilleur de la sécurité à l'ensemble des clients. Et donc ça veut dire, alors on a beaucoup de certifications par rapport à ça. Un pont vers la sécurité, qui est, je crois que c'est un de tes sujets principaux. C'est un de mes sujets principaux. Et il y a un premier élément fondamental que souvent les clients ne connaissent pas, c'est que tout notre modèle est complètement automatisé.
Notre modèle est conçu pour qu'aucun salarié ne puisse jamais avoir accès aux données des clients. Donc on n'est pas du tout dans un modèle type outsourcing ou infogérance, où dans ces modèles-là, tu as une petite population dite d'administrateurs qui ont potentiellement accès aux applications des clients. Nous, on est complètement aux antipodes de ce modèle-là. Je vais le dire de manière un peu crue, en fait, on n'a pas d'administrateurs. Au sens, on n'a pas de salariés qui ont des droits privilégiés qui leur permettent de se connecter sur les applications de nos clients, les serveurs de nos clients et de récupérer les données clients. Ça n'existe pas chez nous. Du coup, comment ça fonctionne? Enfin, si on rentre dans le détail technique, j'avais interviewé CTO de Dashlane qui m'avait parlé d'architecture zero knowledge pour fonctionner un peu comme ce que tu décris. Ouais. Est-ce que vous avez une architecture comme ça ou est-ce que... Oui, nous on appelle ça du confidential computing. Ouais. Et c'est l'idée. Alors déjà techniquement, ça veut dire que ce sont nos clients qui sont aux commandes. Donc tout est en API. Donc, quand tu veux une ressource, tu n'as pas besoin d'appeler qui que ce soit chez AWS, c'est en self-service. Tout est en API et ces API déclenchent des automatismes qui vont jusqu'à créer la fonction lambda, créer la base de données et ainsi de suite. Il n'y a pas d'interaction humaine côté AWS et on veut surtout pas. Et ensuite, les services sont conçus pour que nos développeurs, nos exploitants ne puissent pas avoir accès aux données clients. Alors concrètement, comment ça se passe ? Depuis 2017, nous avons changé la manière dont nous faisions les hyperviseurs et on a des cartes d'accélération dans les serveurs qui s'appellent Nitro. Donc c'est notre propre puce aussi. Ouais. Donc c'est des cartes PCI Express. Et ces cartes-là vont gérer toute l'hypervision du stockage et du réseau. C'est-à-dire que concrètement, le processeur, lui, il voit des périphériques PCI Express de stockage et de carte réseau. Et le processeur s'adresse directement à ce périphérique matériel. Donc quand il écrit sur un disque, il voit un périphérique NVMe, donc l'équivalent d'un SSD sur un ordinateur. Ouais. Mais ce qu'il ne voit pas, c'est que quand lui, il parle en NVMe sur cette carte-là, en fait, il y a un processeur Nitro qui capture cet ordre NVMe et qui va le transformer en une commande qui s'appelle EBS chez nous, qui est le Elastic Block Store, qui est le stockage réseau, donc le stockage bloc en mode réseau, de manière complètement transparente. Donc ça nous permet d'avoir de meilleures performances, c'est-à-dire qu'il n'y a plus la taxe à l'hyperviseur. Donc dit autrement, les machines virtuelles ont les mêmes performances que du bare metal. Ça nous permet d'avoir du chiffrement à la volée. Donc tout ce que tu vas écrire sur du disque ou tu vas envoyer sur le réseau va être automatiquement chiffré sans aucun impact de performance, puisque c'est du hardware dédié qui va le faire, en dehors du processeur. Et ça nous permet d'avoir des garanties de sécurité extrêmement fortes, parce que ce modèle de Nitro, il est conçu pour qu'aucun être humain ne puisse se connecter. Ça veut dire qu'il n'y a pas de console, il n'y a pas de GUI. Tu vois, quand les clients nous disent qu'est-ce qui empêche un administrateur de se connecter à l'hyperviseur, il n'y a pas d'élément de connexion. Le code n'existe pas. Il n'y a pas tout ça. Et en plus, toutes les fonctions qui permettraient d'exfiltrer la donnée via l'hyperviseur, ces fonctions sont interdites, mais en plus n'ont pas été codées. Le code n'existe pas. Donc, on a poussé ce modèle très loin pour dire que non seulement les salariés ne sont pas autorisés à accéder à la donnée, mais avec Nitro, sur une machine virtuelle, il n'existe aucun moyen technique connu pour le faire. Et ça sont des éléments d'assurance de sécurité qui sont extrêmement forts pour nos clients et qui leur permet d'être rassurés pour mettre leurs applications les plus sensibles, que ce soit dans le domaine de la banque ou de la finance, que ce soit dans le domaine de la pharmacie, le domaine de la santé, et ainsi de suite. C'est vrai que les banques, il y a quelques années, étaient assez... c'est l'impression que j'avais, c'était un frein. La sécurité de la data, elles y sont passées, quoi. Oui, et surtout beaucoup de néobanques aussi. On a une formidable pépite en France qui s'appelle Conto, qui est une des licornes, justement, et qui utilise AWS, et notamment à la fois les modèles de sécurité et les modèles de conformité également. Et j'ajouterais sur cette partie-là, il y a un effet de démocratisation de la technologie, mais surtout de la sécurité. C'est-à-dire que quand tu ouvres un compte AWS, le modèle étant que nous ne savons pas ce que font nos clients. Comme tu l'as vu, tout ce système est fait pour finalement, les systèmes traitent des 1 et des 0. Donc est-ce qu'un client déploie une application bancaire, une application de pharma, une application de jeu ou quoi que ce soit? En fait, nous ne savons pas. Et nous ne voulons pas le savoir. Ce qui veut dire que les systèmes, ils traitent des 1 et des 0, et les systèmes appliquent automatiquement le niveau de sécurité maximale à l'ensemble des clients et à l'ensemble des applications de l'ensemble des clients. Donc ça veut dire, je reviens dessus, si tu ouvres un compte AWS, que tu déploies une application,
elle est sécurisée comme si ton application traitait de données personnelles, comme si elle traitait de données de santé, comme si elle traitait de données financières, comme si elle traitait de données les plus sensibles qui puissent exister. Mais qu'est-ce que tu en fais ? C'est peut-être pour diffuser le podcast, c'est peut-être pour diffuser les informations publiques. Peu importe, c'est ton usage, si tu veux. Mais nous, de notre côté, on va le sécuriser avec le niveau maximal. Et ça, c'est un élément qui est extrêmement fort, finalement, pour, là encore, démocratiser cet aspect de sécurité, et tu n'as pas à payer un surcoût pour accéder à cette sécurité. Elle est déjà intégrée dans les services. Ça, c'est ce que vous mettez en place pour sécuriser du coup le chiffrement, les sécurités des infras. J'imagine que côté client, il y a quand même il y a des attaques, il y a des tentatives, il y a des choses qu'ils doivent faire ou faire attention, des services qu'ils doivent utiliser ou bien configurer, et malgré tout faire attention. Est-ce qu'on peut en parler ? Oui, excellente question. Donc, c'est ce qu'on appelle le modèle de responsabilité partagée, où il y a vraiment ces deux domaines. Il y a les couches basses qui sont sous responsabilité AWS. Donc, ça va commencer des bâtiments physiques, mais aussi les hyperviseurs, les couches réseau et tout ce dont j'ai parlé effectivement avec les certifications. Et il y a l'autre partie qui est la partie cliente. Et donc là, effectivement, en tant que client, tu as tous les contrôles et toute l'attitude de faire ce que tu veux. Donc, je prends l'exemple d'une machine virtuelle, qui est un exemple assez classique. Nous, on va fournir via l'hyperviseur finalement le contenant qui permet d'exécuter la machine virtuelle. Après, toi, tu mets ce que tu veux. Et en fait, nous n'avons aucune visibilité sur quel OS tu mets. Tu peux mettre du Windows, du Linux ou n'importe quelle variante. On ne sait pas, encore, on ne veut pas savoir ce que tu mets. Mais ça veut dire que c'est toi qui es administrateur de la machine, c'est toi qui es root, et donc tu as les responsabilités qui vont avec, de mettre à jour, de patcher, et ainsi de suite. Et là, on a développé toute une série de services pour aider nos clients à sécuriser leurs environnements. Alors, ils sont optionnels, parce qu'on a aussi des partenaires qui proposent des services équivalents, mais surtout, ils ont une tarification qui est toujours soit gratuite, soit suffisamment marginale pour que ce ne soit pas un prétexte à ne pas l'utiliser. Si tu veux, on ne veut pas tomber dans un modèle où un client ne va pas utiliser un service de sécurité parce que ça coûterait trop cher. Je te prends juste un exemple. Il faut chiffrer. Enfin, nous, notre motto, c'est de tout chiffrer. Quand tu chiffres avec du SSL TLS, il faut des certificats. Ouais. Les certificats, ça peut être un peu compliqué. Donc, on a un service qui s'appelle ACM, Amazon Certificate Manager. Il est gratuit. Donc, en tant que développeur, ne te pose même pas la question. Tu veux un certificat, tu prends dans ACM, il a toutes les certifications qui vont bien, il a toute la sécurisation et autres. Utilise-le, comme ça ça te prend 3 minutes, c'est fait, et tu passes au problème suivant. Et c'est gratuit. Donc voilà, ça te donne un petit peu la philosophie qu'il y a derrière. Et donc ça permet à nos clients d'améliorer leur posture de sécurité, que ce soit de faire du 100% de chiffrement, facilement avec Nitro, on l'a vu, que ce soit de faire de l'inventaire logiciel, de la mise à jour, du patching. Donc on va les aider sur toutes ces étapes-là. Et à chaque fois, ils ont le choix entre utiliser un service finalement de base comme EC2, une machine virtuelle, ou d'utiliser un service managé. Là, je vais revenir sur le serverless. L'avantage lambda dans le serverless, c'est que tu n'as pas besoin de patcher l'OS ou de patcher le moteur d'exécution. Ça, c'est nous qui le faisons. Contrairement aux EC2 ? Contrairement aux EC2. Donc c'est aussi un gros avantage des services managés, c'est que tu n'as pas besoin d'aller sécuriser les couches basses, l'OS, si tu fais du Python, le moteur Python, l'ensemble des modules, ça c'est notre responsabilité. Ok. Tu me parlais d'un service pour la gestion des certificats. Est-ce qu'il y a d'autres services importants à connaître et à utiliser, d'autant qu'ils ne coûtent pas cher ou qu'ils sont gratuits ? Il y a plusieurs services, notamment si tu as un site qui est exposé sur Internet. Moi, j'invite vraiment il y a 2 grands services à utiliser. Le premier, il s'appelle CloudFront, c'est le CDN. Ouais. Donc Content Delivery Network, ça sert à finalement démultiplier les capacités de diffusion d'un site, mais ça sert aussi de point d'entrée, de filtrage finalement, parce que quand tu utilises CloudFront, le CDN, les connexions de tes clients ne se font plus directement sur tes serveurs, mais se font par cet intermédiaire. Ça fait une rupture de protocole et ça te permet aussi d'éliminer les plus de 70% des attaques DDoS
qui sont basées sur des attaques protocolaires. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais c'est des attaques qui vont essayer de saturer les serveurs avec des protocoles UDP un petit peu exotiques. Et donc ça, CloudFront va automatiquement te protéger contre ça. Donc là encore, on est en 5 ou 10 minutes, tu peux mettre ça en place et ça t'élimine 70% des attaques des DOS. Ok. Après, il reste les 30% restants. Et donc les 30% restants vont être plus sur des attaques de niveau applicatif. Là, on est sur des requêtes valides qui vont essayer de saturer ton application. Et on a un autre service qui s'appelle WAF, Web Application Firewall, qui est là encore extrêmement simple à mettre en œuvre et à faire évoluer, et à un coût très marginal. Donc là aussi, j'invite chaque fois que vous avez un site sur Internet avec du transactionnel, mettez en place un WAF, commencez avec ça. Et je reviens sur cette notion de démocratisation. On s'est rendu compte que beaucoup de clients par le passé n'utilisaient pas de WAF du tout parce que c'était trop coûteux et parce que ça nécessitait des compétences beaucoup trop élevées par rapport à leurs besoins et par rapport à ce qu'ils avaient. Donc on a ça qui est en place et qui est facile à mettre en œuvre. Et en plus, on le complémente avec ce qu'on appelle Shield et Shield Advanced, qui est que il se peut que les attaques... J'allais te poser la question. Je l'anticipe alors. Mais il se peut que les attaques se passent par exemple à 3h du matin en plein week-end. Et que toi, en tant que client, tu n'as pas forcément des équipes 24/7 pour réagir. Donc on a aussi une option qui s'appelle Shield Advanced, où on va proposer à nos clients, c'est en option, mais on va proposer des équipes 24/7 qui vont être là pour répondre sur ce type d'incident d'attaque DDoS, donc d'attaque massive qui cherche à faire tomber ton site. Soit pour t'aider à mettre en place les règles, ou soit tu peux leur déléguer aussi pour qu'eux-mêmes, en temps réel, mettent en place des nouvelles règles justement pour... Shield Advanced, en gros, c'est un service, c'est plutôt vos équipes à vous qui sont là, qui répondent s'il y a un petit sujet, quoi. Exactement, exactement. Donc là aussi, ça fait partie des choses qui étaient souvent, on va dire, hors de portée de très nombreuses PME ou sociétés, qui étaient plutôt des technologies réservées à des très grands groupes. Là c'est quelque chose que n'importe quelle entreprise peut utiliser. Et c'est important. Donc quand il y a un site web qui commence à se faire un peu attaquer, ça vous arrive d'avoir des coups de fil et hop, Shield Advanced se met en marche. On préfère le mettre avant. Mais, on a déjà le Shield, on a déjà un certain nombre d'éléments qui sont extrêmement efficaces, mais effectivement c'est quelque chose aussi qui peut être pris en option et on a plein de belles histoires de clients qui témoignent là-dessus. Pour côté sécurité, du coup, il y a pas mal de petits conseils. T'en as encore d'autres ou pas ? Peut-être un point que j'ai oublié de mentionner, comme on disait que les clients veulent savoir où sont leurs données, et avec le RGPD, finalement, les règles sont quand même beaucoup plus simples à appliquer si les données sont en Europe. Donc ça, c'est quelque chose que, bien sûr, qu'on propose à nos clients. Donc on a ce concept de région AWS, qui sont à chaque fois des groupes, des plusieurs clusters de data centers. On en a 26, je crois, si j'ai bien compté. Mais surtout, on en a plusieurs en Europe qui permet à nos clients de conserver leurs données et leurs applications en Europe. Et depuis 2017, on a ouvert la région France, Paris, qui permet aux clients qui le souhaitent de conserver leurs données sur le territoire national. Et ça c'est extrêmement strict. C'est-à-dire que si tu mets ton site ou tes données dans la région Paris, donc qui sont des groupes de data centers en région parisienne, les données restent sur le territoire national. Il n'y a aucune synchronisation vers d'autres pays ou quoi que ce soit. Et c'est un élément de conformité extrêmement fort. Et surtout, il n'y a aucun accès à distance de la part d'AWS non plus en dehors de l'Europe ou en dehors de la région. Donc ça permet finalement à nos clients d'être rassurés vis-à-vis du RGPD et des règles qui sont de plus en plus contraignantes. On va dire, des fois, certains clients sont un petit peu hésitants ou un petit peu perdus finalement sur ce qu'ils peuvent faire ou pas faire. Et je terminerai là-dessus pour là encore les rassurer. Nous avons été audités, donc c'était en début d'année, par rapport à ce qu'on appelle le code de conduite du cloud. Alors, je reviens un petit peu en arrière. Quand tu regardes le RGPD, il n'y a pas le mot cloud dans le texte du RGPD, ce qui est normal, parce que c'est un texte qui est très large. Qu'est-ce que ça signifie que d'appliquer le RGPD dans le cloud ? Donc le RGPD appelle chaque industrie à rédiger ce qu'on appelle un code de conduite, qui justement va décliner les obligations dans cette industrie-là. Ça a été fait par une association qui s'appelle le CISPE, CISPE, qui est une association d'opérateurs cloud en Europe, qui a rédigé ce code de conduite. On en est à la deuxième version suite à Schrems 2. Ce code de conduite a été validé par la CNIL
en juin 2021. Et ce code de conduite maintenant permet d'avoir des audits formels. Et donc nous sommes fait auditer par un auditeur accrédité par la CNIL, comme quoi nous sommes intégralement conformes à ces exigences-là. Donc là encore, c'est un élément très rassurant pour nos clients sur le fait que ça leur permet d'être en conformité par rapport au RGPD, par rapport à Schrems 2, par rapport aux exigences de la CNIL. Ok, c'est effectivement oui, c'est un des gros sujets, effectivement, la localisation des datas. Est-ce que bon, toi, ça fait 10 ans que tu es chez AWS, tu as vu le produit évoluer de manière assez folle. Ouais. En 10 ans, et j'imagine que tu as une petite idée des chantiers du moment et des chantiers dans 2, 3, 4, 5 ans. Est-ce qu'on peut partager un petit peu les trajectoires, peut-être pas les faux communiqués de presse dans 3 ans, mais est-ce qu'il y a des nouveautés, des sujets sur lesquels vous planchez particulièrement l'IA, l'IoT Oui, il y a des grands domaines, de toute façon, et on voit, et c'est très lié, de toute façon, comme tu l'as compris, c'est très lié aux demandes des clients. Chaque fois que nous avons une réunion avec un client, c'est presque aussi un rituel, à chaque fois, c'est de demander au client qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'on doit rajouter. Et ça contribue à plus de 90% de la roadmap vient directement de retour client. Donc ça peut paraître paradoxal, mais chaque fois Alors du coup, ça se centralise... j'imagine que vous centralisez un peu tous les feedbacks clients quelque part et ça construit... Tout à fait. On a un CRM interne, effectivement, où il y a tous les outils pour tracer effectivement les demandes de clients. Mais donc voilà, ça fait aussi partie de cette obsession client qui est de dire on est content de savoir ce qui va bien, bien sûr, mais on est aussi encore plus content de savoir ce qui ne va pas, ce qui manque et ce qu'on doit rajouter à la plateforme. Donc il y a bien sûr toujours un travail de fond sur les couches basses, sur le silicium. Donc Graviton, on en a la version, la génération 3. On fait aussi nos propres puces sur du machine learning, à la fois sur de l'inférence, ça s'appelle Inferentia, c'est notamment utilisé par Alexa, pour avoir le meilleur rapport finalement coût-performance quand tu fais juste de l'inférence, donc quand tu exécutes les modèles de machine learning. On fait aussi nos propres puces pour faire l'apprentissage sur les modèles, ça s'appelle Trainium. Et il y aura de toute façon encore beaucoup d'innovation dans ce domaine-là. Maintenant, sur les services, on voit des grandes tendances. Déjà depuis plusieurs années, le machine learning, ça c'est clair. Et très tôt, on a considéré que notre mission, c'était de mettre le machine learning dans les mains de chaque développeur. Là encore, de démocratiser la technologie pour la sortir finalement d'une poignée d'ultra experts que tout le monde essaie de s'arracher, mais ils ne sont pas très nombreux, donc c'est compliqué pour démocratiser. Et au contraire, de le packager dans des outils prêts à l'emploi. Donc c'est SageMaker chez nous. Ouais. SageMaker, ça fait quoi ? SageMaker, c'est finalement le chapeau sur l'ensemble de nos outils de machine learning. D'accord. Qui vont te permettre de tester avec tes données différents algorithmes automatiquement pour choisir le meilleur, mais aussi pour tes data scientists, finalement, d'aller beaucoup plus profondément dans l'apprentissage. Je te donne un exemple, c'est Soitec. Soitec, ils sont à Grenoble, ils font on appelle ça des wafers, donc des galettes de silicium, très haute performance. Alors, c'est pareil, typiquement, tout le monde en a un petit bout dans sa poche, parce que c'est les siliciums qui permettent de faire la partie radio 3G, 4G dans les téléphones. Et ils ont développé, donc avec nous et avec SageMaker, un modèle pour faire du contrôle automatique des wafers, des galettes visuelles, pour voir s'il y a un défaut ou pas. C'est un projet qu'ils ont fait avec un partenaire. Ils avaient plus de 6 ans d'historique de photos, à chaque fois marqué est-ce que la photo est bonne et la photo n'est pas bonne. Et en 3 mois, ils ont été capables de faire un projet qui donnait des bons résultats et qu'ils ont mis en production. Et pour eux, c'est super intéressant parce que auparavant, ça veut dire qu'il y avait un expert qui regardait chaque photo, qui regardait chaque galette pour vérifier qu'il n'y avait pas de défaut. Et quand tu as un expert dans le domaine, c'est un peu dommage, si tu veux, qu'il passe une grosse partie de son temps à regarder ça, alors que la plupart des galettes n'ont pas de défaut, ce qui est l'avantage. Donc ils ont pu mettre ça en place. Et finalement, l'algorithme dit soit c'est bon, soit il dit j'ai un doute. Et c'est pas lui qui décide. S'il a un doute, c'est là qu'il y a l'expert effectivement qui regarde. Donc ça, et ce qui est un modèle que j'aime beaucoup, c'est-à-dire que l'algorithme de machine learning, il n'est pas là pour prendre une décision à la place de l'humain. Il est là pour aider.
Donc il est là pour détecter quand il y a un doute, mais la décision finale est prise par l'expert qui va aussi enrichir le modèle pour que l'algorithme ensuite sache que finalement c'était bon ou c'était pas bon, et ça va permettre d'affiner. Donc dans le domaine industriel, voilà, c'est un exemple, mais beaucoup d'usages dans le domaine industriel et notamment dans l'IoT. Et on investit également pour essayer de proposer finalement des bouts de solutions prêts à l'emploi, par exemple pour les véhicules connectés. Parce qu'on se rend compte que tous les constructeurs de véhicules connectés ont besoin des mêmes briques fondamentales, finalement, de capture des données, de traitement des données venant de l'IoT, et ainsi de suite. Donc ça, c'est les gros chantiers. Bon, il y a déjà des services, des briques, mais... Ouais. Je vais prendre une image, si tu veux, et c'est vraiment, ça fait partie des demandes de nos clients. Aujourd'hui, on a plus de 200 services, et ils ont pris un peu cette image de dire, aujourd'hui, vous nous proposez des ingrédients, nous, on aimerait bien avoir des recettes, comme des recettes de cuisine. Donc ça fait partie de ça aussi, d'avoir ce qu'on appelle le Connected Vehicle Framework justement pour les constructeurs automobiles, qui est d'avoir déjà des pré-solutions prêtes à l'emploi pour qu'eux puissent ensuite bâtir, implémenter. Dessus, ouais. Sachant que ce sont des solutions qui sont extrêmement génériques et agnostiques, qui ne sont pas du tout liées à tel ou tel constructeur, puisque justement on essaie de capturer ce que chaque entreprise doit de toute façon faire, les fondamentaux. Ce que tous les constructeurs vont devoir utiliser. Exactement. Ok, le machine learning, on le retrouve, l'IA, on la retrouve à d'autres services, d'autres endroits. On la retrouve un peu partout. Je crois que vous avez un service aussi, Cloud9, on m'a parlé de Cloud9. Alors Cloud9, c'est un IDE, donc un environnement de développement en ligne, qui permet finalement de pouvoir développer d'un petit peu partout et surtout en collaboratif. Effectivement, on a commencé à faire des services de machine learning pour les développeurs. Alors ça a commencé il y a quelques années par CodeGuru, qui va faire à la fois de l'analyse de performance, donc du profiling sur du code, et surtout aussi de vérifier les erreurs un peu classiques. Donc il va scanner du code, on avait démarré par du Java, pour détecter finalement des patterns d'erreurs, entre guillemets, ou en tout cas qui peuvent être problématiques, sur du multithreading, sur de l'accès à des API, ou des choses comme ça. Et cette année, alors j'ai pas encore eu le temps de le tester, donc je ne vais pas pouvoir trop rentrer dans les détails, mais on a lancé Code Whisperer, qui s'intègre directement dans l'IDE pour proposer automatiquement des patterns de code. Donc soit tu dis par exemple je veux uploader un fichier dans S3, et dans ce cas-là il va récupérer des squelettes de code de tout près, ou soit quand tu es en train de coder la chose, il va le reconnaître et te proposer finalement là encore des patterns tout près par rapport au code. C'est tout neuf, c'est comme toujours nos services, ça veut dire qu'on commence par des versions qui n'ont pas toutes les fonctionnalités dès le début, mais c'est encore sur cette idée-là de dire on veut mettre ces services dans les mains des clients le plus vite possible pour pouvoir itérer et surtout récupérer du feedback. Ouais. C'est ça qui est vraiment important. Donc, la culture du feedback, c'est important aussi chez AWS. C'est super important. On a un adage, c'est feedback is a gift. Feedback is a gift. Alors des fois on a du feedback positif, des fois il y a beaucoup de success stories. Ouais. Je sais pas, il y a des fois du feedback. Comment tu traites le feedback négatif ou des fois un échec, ça peut arriver. On a parlé tout à l'heure effectivement de la culture du désaccord. On a aussi cette culture de valorisation de l'échec. Alors ça peut paraître surprenant, mais nous célébrons l'échec. Parce à ce point-là. Restons modestes quand même. Non, nous le célébrons au sens rituel. Au sens rituel, mais non, on va pas faire une grande fête non plus. mais au sens de l'apprentissage. C'est-à-dire que quand il y a un échec, alors que ce soit un échec à grande échelle ou même un échec dans une petite équipe, là aussi on a un mécanisme qui s'appelle le COE, le Correction of Error. Et il est basé sur des principes très simples. C'est-à-dire quand il y a quelque chose qui s'est mal passé, alors bien sûr, la première chose, c'est que tout le monde travaille à corriger le problème. Mais après ça, on va enclencher cet apprentissage. Ça veut dire qu'il y a une personne qui est nommée pour rédiger ce document. Donc on est toujours dans la rédaction d'un document, hein. C'est pas un PowerPoint, c'est toujours une culture de l'écrit. Donc il y a une personne qui est nommée pour rédiger ce post-mortem donc il y a un nom, une date. Et le post-mortem, il est en trois catégories, enfin trois sections. La première, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc là, on va voir des métriques, la timeline, donc vraiment factuellement et de manière très clinique, qu'est-ce qui s'est passé ?
La deuxième partie, c'est ce qu'on appelle la root cause analysis, donc c'est de revenir à la cause racine. Et parce qu'on ne veut pas traiter le symptôme, on veut traiter la cause racine pour que ça ne se reproduise plus jamais. Comment trouver la cause racine ? Alors il y a une méthode universelle qui marche à tous les coups, c'est que tu poses 5 fois la question pourquoi. Pourquoi le composant A a planté ? Parce qu'il a reçu trop de requêtes du composant B. Pourquoi le composant B a renvoyé trop de requêtes, et ainsi de suite. Et en général, quand tu es au 5e pourquoi, c'est vraiment la cause racine. Et le document est vraiment rédigé comme ça. Hein. Tu as why, et tu as les 5 why. Et la troisième partie, c'est... On pose jamais un 6e why. Ça peut arriver, mais le 5, c'est un peu le chiffre qui marche assez bien. Et la troisième section, c'est le plan d'action qu'on va mettre en place pour que le problème ne se reproduise plus jamais. Et ça, ces documents-là sont disponibles et sont distribués à très large échelle, dans cette idée justement d'apprendre de l'échec. Et donc ça en est même au point où nous considérons que, ce qui est un peu une évidence, mais l'échec fait partie de l'innovation. Ça veut dire, et là je vais encore revenir, si tu vas sur ton évaluation annuelle avec ton manager et que tu n'as jamais rien raté de toute l'année, tu vas être mal noté. Parce que si tu n'as rien raté, ça veut dire que tu n'as pas essayé assez fort. C'est-à-dire que tu n'as pas tenté assez fort, tu n'as pas innové suffisamment. Donc c'est normal. Donc, dans ton bilan, il y a un moment donné, il faut qu'il y ait des échecs. Alors, c'est pas des échecs pour le plaisir de faire des échecs, bien sûr, mais il faut que à un moment donné, tu sois sorti de ta zone de confort et que du coup, tout n'a pas marché. C'est normal. Ok, donc culture de l'échec, culture de l'apprentissage de l'échec. Si tu me permets, il y a une citation de Nelson Mandela que j'adore. Alors là, tu m'amènes... ok. Qui dit, si je la déforme pas, donc Nelson Mandela disait « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Et ça tombe bien, on est dans la salle Nelson Mandela. Exactement. Et tu me spoil un peu la fin du podcast. J'ai quelques questions signatures et donc là, ça faisait partie des dernières. Est-ce que tu as un proverbe, une maxime, une phrase qui l'accompagne? Ça fait partie des. Il y en a une autre. Mais il y en a une autre que j'aime beaucoup, c'est Saint-Exupéry, qui dit que la perfection est atteinte non pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer. Et je trouve qu'en tant qu'ingénieur, c'est un adage qui est extrêmement fort. C'est-à-dire, c'est pas rajouter des features, c'est au contraire réfléchir à quelle feature on peut enlever parce que ce n'est pas essentiel. Et je pense que c'est une très bonne manière aussi de voir le cloud et le travail qui est fait par AWS, de dire on ne va pas sortir des services qui font tout. Mais au contraire, on va voir en quoi on peut les simplifier suffisamment pour les rendre faciles à utiliser et le plus universel possible et qui répondent à un maximum de services. Bon, je reste sur cette citation et je passe aux 2-3 dernières questions un peu rituelles. Est-ce que tu as un surnom ou des surnoms ? Ouais, j'en ai un dans les équipes. Il m'appelle Père Castor. Je crois que ça te parle. Ça me parle. Mon surnom étant Pierre Castor. Ouais. Et pour une raison simple, c'est que on a beaucoup d'exemples clients et en fait, moi, j'aime beaucoup raconter des anecdotes clients, des histoires clients. Et donc, quelqu'un une fois m'a gentiment attribué ce surnom. Ok, qui te fait sourire et qui te plaît bien, quoi. Oui, parce que je pense que justement, c'est une formidable manière d'expliquer, de montrer les bons exemples à nos clients. De ne pas avoir un discours, là encore je vais dire, d'ingénieur entre guillemets, qui est de focaliser sur les fonctionnalités ou en quoi le service est juste magique ou quoi que ce soit, mais plutôt de montrer comment des clients ont résolu des vrais problèmes avec justement le cloud ou avec différents types de services. Ok. Est-ce que, avant-dernière question, est-ce que tu donnerais un titre en particulier à cet épisode ? Moi, le sujet qui m'est vraiment cher, et on l'a beaucoup abordé ici, c'est comment le cloud démocratise les technologies de IT, que ce soit la sécurité ou autre. Alors, je laisserai peut-être trouver un titre un peu plus accrocheur, mais je pense que un des éléments qu'on ne voit pas forcément au début, c'est cet aspect-là. Et de dire, une entreprise, quelle que soit sa taille, que tu sois auto-entrepreneur, que tu sois une start-up, que tu sois du CAC 40, tu as accès à la même technologie, la même sécurité, au même service. On a parlé de Shield Advance, à Graviton. Tout le monde a accès exactement à ça. Et c'est juste fabuleux.
Ok, bah, je tâcherai de le formuler en titre accrocheur. On a parlé de Shield Advanced et de Clone9. J'en profite juste avant de terminer pour faire un petit coucou à Lionel et Thiago de Kaibi qui m'avaient aidé à préparer sur certains éléments techniques l'échange. Lionel, Thiago de Kaibi. Et j'en arrive à la dernière question. Est-ce qu'il y en a une que je t'ai pas posée, que tu aimerais que je te pose ? Bah, peut-être, est-ce qu'il y a un événement important AWS à suivre d'ici la fin de l'année ? Et oui, il y en a un, ça s'appelle Reinvent, c'est l'événement qu'on fait tous les ans. Ouais. Donc il est en physique et en virtuel. Et j'invite vraiment l'ensemble des auditeurs à se connecter au moins à la keynote et de voir, ça permet vraiment de voir les dernières à la fois nouveautés côté AWS, mais là encore surtout des témoignages de clients sur comment ils se sont transformés grâce au cloud. Transformer, utiliser une date. Pardon, oui, c'est fin novembre, début décembre. Fin novembre, début décembre. Exactement. Ça marche. Et bah parfait. On mettra la date dans le descriptif de l'épisode. Et merci beaucoup de ta participation et de l'échange. Merci Pierre. À bientôt. À bientôt. L'épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas, c'est le moment de prendre 2 ou 3 secondes de plus pour 2 ou 3 clics. Un petit clic pour un pouce bleu ou un petit clic pour un partage aux copains ou un petit clic pour vous abonner et ne pas rater le prochain épisode. À très bientôt.